Mais moi j'ai envie de... Donc, je trouve que toute cette communication liée à ces seuils d'immunité collective, etc., était un peu malheureuse en fait. Parce que elle laissait entendre qu'une fois si on arrive à ce niveau-là, c'est bon. Or, en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas, parce que là, à la fois, il peut arriver à un certain niveau, au niveau macro, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des poches dans différentes... En fait, la vaccination n'est jamais homogène. Il y a des groupes sociaux à l'intérieur desquels les niveaux de vaccination peuvent être différents, et donc on peut quand même avoir de la transmission et des cas. Et c'est très très théorique, et en plus, on voit bien qu'avec les évolutions des variants et des choses comme ça, ce chiffre est amené à changer au fur et à mesure que des variants sont plus ou moins transmissibles. Donc, et donc ça aboutit à une espèce de communication changeante qui contribue à cette sensation de flou qui était décrite tout à l'heure, où il y a plein d'informations qui changent tout le temps. Et donc, ça, finalement, ça mine la confiance parce qu'on a l'impression qu'on fixe un objectif, puis que l'objectif change, et puis c'est encore un troisième objectif 3 mois plus tard. Bon, c'est vrai que les connaissances changent, et que le virus évolue, donc on est amené à naviguer dans un contexte changeant, mais donc je pense qu'il faut éviter des communications comme celle-là. Moi, je dirais l'objectif, c'est que le maximum de personnes vulnérables soient protégées. Et je pense que, par exemple, alors, on considère en Belgique que, moi j'étais assez sidéré quand il y a eu les premières estimations qui disaient, voilà, en Belgique, combien il y a de personnes qu'on peut considérer à risque, qui sont soit, et c'était avant le variant Delta, qui sont soit à risque parce qu'elles sont dans des catégories d'âge à risque, soit à risque parce qu'elles ont un des facteurs de comorbidité, et on était autour de 4,5 millions de personnes. Et moi j'étais... j'en revenais pas en fait. J'aurais pensé à un chiffre beaucoup plus faible que ça. Ça veut dire que, alors ça c'était une estimation qui avait été faite à l'échelle de la Belgique, mais c'est clair que si on est dans des populations dans lesquelles on a des prévalences d'autres maladies qui sont plus importantes, et on sait que certaines sont liées à la précarité, on peut avoir encore des proportions de personnes à risque qui sont importantes. Et moi je pense que c'est là l'enjeu, c'est d'essayer de maximiser, d'avoir le plus de personnes à risque, qu'il y ait une protection. Après, une fois que la protection est en place, je pense qu'il y a les mesures collectives pour diminuer la transmission, etc. Mais il faudra sans doute rééquilibrer les choses. On ne va pas chercher à absolument viser un zéro mort, et ça, ce serait complètement absurde. Viser un zéro mort, ce n'est pas une politique de santé publique. On n'a jamais visé un zéro mort quand on traitait la question de la grippe saisonnière. On a toujours accepté qu'il y ait... entre 1000 et 2000 morts par an de la grippe saisonnière, et ça fait partie de... Il y a d'autres maladies qu'on accepte, qui causent des décès. Ce serait complètement absurde de se dire, sur cette maladie-là, on fait rien comme décès. Du coup, sur le nombre de morts, justement, il y a quand même une série de personnes qui trouvent que le nombre de morts est en fait tout à fait banal et semblable aux autres années, etc. etc. Est-ce qu'il y a Et ça diminue, hein. Ça c'est vrai. C'est vrai, on peut que s'en réjouir. C'est-à-dire que par l'effet combiné de la vaccination, de l'amélioration de la prise en charge, parce qu'en fait il y a quand même quelques molécules qui sont arrivées. Donc la dexaméthasone qui est utilisée maintenant dès que les personnes se retrouvent dans des situations de soins intensifs, en fait qui contrôle la réaction inflammatoire, ont augmenté les taux de survie des personnes qui font des formes sévères de 30 à 40%, c'est quand même pas rien. Et il y a aussi maintenant donc, les anticorps monoclonaux qui peuvent être donnés à des stades assez précoces de l'infection chez les personnes qui sont très à risque. Donc par exemple quelqu'un qui ne serait pas vacciné et qui maintenant est en début de l'infection, on peut lui donner des anticorps monoclonaux et ça augmente son pronostic vital assez considérablement. Donc on commence à avoir une série de choses qui font que effectivement le risque de décès diminue. Maintenant, c'est pour ça que pour moi l'élément assez central, c'est les hospitalisations et les formes sévères, parce qu'il y a quand même des séquelles importantes. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de mort que la maladie n'a plus un impact sanitaire très important. Les personnes qui ont fait un séjour aux soins intensifs, c'est des semaines, voire des mois d'invalidation. Et parfois même, là aussi, on n'a pas de recul sur les conséquences à long terme de ces infections. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la question du décès devient de moins en moins centrale par rapport à la question hospitalière et des effets secondaires aussi des hospitalisations par rapport à la capacité de soins intensifs et des choses comme ça.